Bonjour, merci d'être là ce matin. Donc, Cap Docteur 2024, troisième édition. Nous avons le plaisir, avec l'APEC, mais également notre partenaire avec qui nous avons co-organisé ces 3 jours du 20 au 22 mars, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci d'avoir été assez nombreux hier pour nos 2 conférences sur les compétences, le financement du doctorat. Aujourd'hui, notre sujet va être sur les réseaux, comment se construire un réseau. Je vais présenter nos différents interlocuteurs et interlocutrices. Donc moi, je suis Claudine Pierron, chef de projet à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. J'ai œuvré et je continue à œuvrer d'ailleurs avec Guillemette qui se présentera juste après sur la valorisation du doctorat et je suis docteur en sciences de l'éducation. Ensuite, il y a Guillemette Baudouin qui va se présenter. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Donc, moi, je suis responsable des partenariats avec l'enseignement supérieur et je serai à la modération aujourd'hui. Ah, merci beaucoup Guillemette. Alors, bien entendu, on a beaucoup de plaisir à recevoir nos invités. Donc, nous avons Marc Godard, fondateur de Become Better, Adeline Bossu avec PhD Doute. D'ailleurs, vous aurez le plaisir de lui poser un certain nombre de questions car ce MOOC aujourd'hui réunit plus de 25 000 participants. C'est-à-dire, elle va vous raconter un peu l'aventure. Ce sont d'ailleurs des docteurs et des doctorants. Donc, vous allez voir, vous allez avoir des conseils très pratico-pratiques. Nous avons également Timothée Gomo, qui a une belle chaîne YouTube qui est très dynamique. J'ai eu le plaisir d'identifier, on s'est rencontrés virtuellement et d'ailleurs on a travaillé ensemble sur une vidéo. Et puis nous avons Mathilde également que j'ai identifiée, figurez-vous, sur LinkedIn, bien dans ma thèse. Elle vous racontera son aventure. D'ailleurs, je vous invite rapidement à la repérer parce qu'elle a vraiment des articles passionnants, elle est très dynamique. Donc voilà, toutes ces personnes vont œuvrer mais également vous apporter un maximum d'informations sur aujourd'hui comment se construit un réseau professionnel. Quelles sont aujourd'hui les meilleures astuces et en même temps comment vous pouvez sauter le pas parce que vous avez toujours encore un peu de soucis avec cette visibilité virtuelle qui pour vous serait un moyen de vous faire connaître, mais aussi de créer des opportunités de carrière. Alors, je vais débuter parce que je vais demander à nos différents intervenants et intervenantes de se présenter. Donc, nous allons débuter par Mathilde qui va se présenter. Mathilde, Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler du réseau et de comment, en tout cas, identifier ce qu'on peut faire pour se construire un beau réseau. Donc moi, je suis actuellement en post-doctorat. Alors, je suis actuellement entre 2 contrats, mais je viens de finir ma première expérience de post-doctorat et j'ai obtenu ma thèse en sciences des matériaux et plus particulièrement en impression 3D en 2022. J'ai fait un petit passage dans le privé de 6 mois et je suis retournée dans la recherche académique. Donc voilà, j'aurai le plaisir d'échanger avec ça, autour de ça avec vous. merci beaucoup. Adeline, ton micro, Adeline. Désolée. Bonjour et merci également pour l'invitation. Je suis ravie aussi d'être parmi vous et merci Claudine de nous accueillir aujourd'hui. Donc pour me présenter rapidement, je suis Adeline Bossu, donc docteur également en sciences de l'information et de la communication. J'ai aussi plusieurs casquettes, mais ici je suis présente pour représenter l'association Piège-Douk qu'on a cofondée maintenant il y a 8 années à peu près et qui a pour objectif donc de créer une communauté autour de la poursuite de carrière des docteurs et des doctorants, principalement avec un MOOC que vous avez peut-être déjà vu, auquel même vous avez peut-être participé. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, même si la saison 8 vient de se terminer, mais vous préparez pour la saison 9. En tout cas, allez voir ce qui se passe, ce qui s'est passé sur la saison 8. Sinon, je suis aussi enseignante en gestion de systèmes d'information. Voilà, et je pense que c'est important, en effet, le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et tous ensemble, on va sûrement réussir à trouver toutes les petites astuces pour vous aider, enfin, en tout cas tenter. Merci beaucoup, Adeline. Marc, Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Et du coup, je suis docteur en psychologie cognitive. J'ai obtenu ma thèse en 2021, donc ça commence à dater.
J'ai ensuite été responsable recherche et développement en entreprise, en prévention santé et bien-être. Et puis j'ai fondé Become Better avec un accompagnement à l'insertion professionnelle pour les docteurs. Donc actuellement, je suis en train d'améliorer l'accompagnement et j'ai pour ambition de fonder mon laboratoire de recherche en prévention santé. Merci beaucoup. Timothée? Bonjour à tous et puis merci évidemment pour cette invitation. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Timothée, je suis souvent connu sous le nom de Tim. Moi je suis encore doctorant, donc je suis pas encore docteur. Je suis en 4e et dernière année, je l'espère, de thèse en sciences de gestion en région parisienne. Et puis en parallèle de ma thèse, je suis créateur de contenu sur YouTube pour ma chaîne donc Tim et sa thèse, sur laquelle je publie deux axes de vidéos, pardon. La première qui est plutôt des trucs et astuces, des tips sur le doctorat de manière générale, et puis la deuxième sur mon parcours de doctorant depuis le début, mon ressenti, mes réussites et puis mes difficultés aussi. Très bien. Merci beaucoup, Timothée. Alors, la première question, on va la poser pour l'ensemble des intervenants, c'est comment avez-vous débuté? Quelle est pour vous donc aujourd'hui les premières étapes pour se créer un réseau professionnel, un réseau pro, et ensuite sa visibilité, hein, comment ça se construit? Adeline, est-ce que tu peux débuter sur cette première question? Comment on débute? Comment on se crée ce réseau? Pourquoi? Voilà. Alors, c'est vaste question. Je vais essayer de répondre peut-être pas à tout, mais en tout cas, c'est vrai que peut-être se dire déjà quel est l'objectif. Et même si j'ai envie de dire qu'au départ, c'est un peu intuitif, je pense que les premiers essais qu'on fait tous sur, par exemple, là, si on parle un peu plus de réseaux sociaux, on va peut-être tester, essayer. Pareil, remarque dans le réel, on va aussi tester, essayer, puis c'est de manière empirique s'apercevoir que ça vaut peut-être le coup de préparer un petit peu ces rencontres et ces interactions. Pour moi, je pense que ça part de l'interaction avec l'autre. Donc c'est ça que j'ai envie de favoriser, on va dire, pour le comment. Et aussi donc se fixer vraiment un objectif. Pourquoi j'ai envie de construire ce réseau? Parce que ça va orienter le réseau. On va en avoir peut-être plusieurs, j'ai envie de dire réseaux, et savoir lequel activer ensuite en fonction de quel objectif aussi on aura. Je pense que ça c'est important. Et après ça va nous aider à le préparer, en fait, se dire ah bah tiens, si c'est ça que j'ai envie de faire, je vais peut-être contacter telle et telle personne et travailler de telle manière mon réseau. Ou alors si j'ai envie plutôt, je sais pas, de développer de l'interaction entre pairs, je vais plutôt aller chercher des doctorants comme moi ou des docteurs comme moi sur mon domaine ou je sais pas, dans ma région. Voilà, je pense que c'est garder en tête qu'il y a un petit objectif. Et même si je pense que voilà, ça se fait aussi au fur et à mesure des rencontres. Hein, la vie est quand même assez bien faite pour toujours mettre sur notre chemin des personnes qui méritent qu'on interagisse avec elles. Et c'est comme ça que se créent, on va dire, les premiers pas dans le réseau. Et je pense qu'il faut oser, même si c'est pas toujours facile, oser faire ses pas, même si ça fonctionne pas, et continuer. Voilà, pour aller rapidement, on va dire, dans l'objectif du réseau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie ensuite, que ça soit personnel ou professionnel. Donc, gardez ça aussi en tête. Je pense que c'est important. Je sais pas, voilà, s'il faut que je développe un peu plus, C'est je vais clair, laisser c'est clair. la parole aux autres. Tout à fait. Mathilde, alors comment on débute? Comment on se lance? Parce que c'est une question quand même qui est assez récurrente pour les docteurs Oui. et doctorants. Comment on se lance et puis qu'est-ce qu'on doit avoir en tête en amont? Puisque là, je reprécise ma question par rapport à ce que nous a donné déjà Adeline, donc on va pour la compléter. Comment on se construit justement la réflexion pour se dire, ben voilà, il faut que je me construise un réseau? Oui. Alors, moi, me concernant, c'est vrai que la façon dont j'ai construit mon réseau, c'est parce que je voulais avant tout partager, mon expérience et essayer de trouver des gens qui vivaient la même chose que moi. Donc c'est pas une approche, je voulais faire du réseau pour faire du réseau, mais c'est vraiment je voulais trouver des gens avec qui discuter de ce que je vivais. Donc, le passage entre le master et la thèse, puis, la thèse finalement et maintenant l'après-thèse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'après-thèse aussi. Mais voilà, moi, ma démarche a vraiment été, voilà,
j'ai pas trop d'informations moi-même, je suis un peu perdue moi-même. En plus, moi, c'était un peu particulier parce que j'ai créé Bien dans ma thèse 2 mois avant le Covid, avant la pandémie. Donc voilà, je voulais vraiment trouver d'autres personnes avec qui partager. Et je pense que ça, c'est une force parce que finalement, quand on est en thèse, etc., souvent, on va avoir tendance malheureusement à beaucoup se renfermer sur nous-mêmes. Et si on n'a pas la chance, entre guillemets, d'être dans un très gros laboratoire et de pouvoir échanger au quotidien avec des collègues au laboratoire, c'est vrai que avoir un réseau et être présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir discuter avec des gens qui vivent la même chose que nous, ça peut effectivement, comme Adeline vient de le dire, nous apporter beaucoup du côté professionnel, mais aussi personnel. Et il faut pas négliger ça. Donc, pour moi, c'est vrai que je dirais que ça a été plutôt un souhait de vouloir trouver des gens qui vivaient la même chose que moi et de vouloir le partager. Et après, de donner les informations que j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'ai commencé ma thèse. Très bien, merci beaucoup. Timothée? Oui, moi je rejoins aussi ce qui a été dit. Je voulais peut-être commencer par souligner que faire du réseau, c'est pas nécessairement une démarche intéressée. Je pense que c'est important qu'on le souligne. On peut tout à fait aborder quelqu'un de manière désintéressée, purement conviviale, et je pense que des rencontres en amènent d'autres par la suite. Et je voulais aussi qu'on dissocie peut-être le fait de créer son réseau en interagissant dans la vie réelle et puis aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est deux choses qui peuvent être distinctes, qui peuvent mener à des stratégies de publication effectivement ensuite sur les réseaux et par la suite tout simplement rencontrer des personnes. Je pense qu'on a un métier ou en tout cas des activités qui permettent vraiment de rencontrer beaucoup de personnes et ça me semble intéressant. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on commence? Je pense que effectivement, il y a l'idée d'oser aller vers les autres et puis aussi partager simplement ses questionnements, ses difficultés. En général, on est rarement le seul à se poser ces questions-là. Et ensuite, on trouve écho entre plusieurs personnes et en général, ça permet de rebondir assez facilement, je trouve. Marc? Je vais rebondir sur ce que Timothée a dit. Effectivement, pour moi, le réseau, c'est pas censé être une démarche intéressée. C'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Pour moi, la manière de le développer, c'est d'aller vers les endroits où vous avez des questions, ou les endroits qui vous intéressent. Vous avez une question, vous avez quelque chose qui vous plaît, un sujet qui vous plaît. Vous allez y participer. C'est à ce moment-là qu'en fait, comme Madeline l'a dit, des personnes vont aussi intervenir dans votre vie. Et avec qui vous allez créer du lien. Le réseau, c'est censé être quelque chose qui, je pense que la définition à donner, et le réseau, vous en faites tout le temps, en fait. Dès que vous avez des contacts avec un individu, vous pouvez le recontacter plus tard, comme là, en fait, ce qui est en train de se produire maintenant. Vous avez la possibilité de retourner vers cette personne si elle a dit quelque chose qui vous intéressait. Et en fait, elle va pouvoir soit vous rediriger, soit refuser votre proposition si vous voulez vous lier pour un projet. Mais c'est pas parce que la personne vous dit non qu'elle vous rejette, en fait. Donc, il y a ce côté aussi, toutes les personnes avec qui vous interagissez directement, indirectement, vous pouvez les solliciter pour des questions. Et le réseau se fait tout le temps. Donc, pour moi, je pense que c'est enlever cette démarche intéressée qu'on peut avoir, et notamment qui est peut-être associée aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, dans notre quotidien, on n'a pas cette démarche d'aller vers l'autre pour avoir quelque chose. C'est plutôt sur les réseaux qu'il y a cette notion de on y est, il faut être visible. Non, en fait, et vous verrez bien. Avec de l'essai-erreur, les choses se produiront. Très bien, merci. Alors maintenant, vous pouvez intervenir, hein, vous me dites, cette question, c'est comment choisir les réseaux les plus pertinents? Donc ça va un peu alimenter ce que vient de dire Marc, c'est pour ça que je rebondis. Pour mon activité de docteur ou de doctorant, comment on commence à construire? Je pense qu'il y a une première étape avant de choisir, c'est comment on veut être visible. Donc il y a un travail en amont sur la démarche. Donc, il y a la démarche réseau dont a parlé Timothée. C'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs, comment dire, ne pas avoir peur de le faire. Donc, mais quand même, il faut préparer. Je pense que Mathilde pourra peut-être intervenir là-dessus. C'est que ça se prépare en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différentes étapes. D'abord, c'est si je veux être en réseau pour, je dirais, pour rencontrer au regard de mes recherches avec mes pairs. Et puis, il y a le fait aussi d'être présent sur les réseaux. Donc, comment ça se construit en termes de méthodo?
comment on travaille, parce que nous, on le construit dans les ateliers APEC, hein, oser faire du réseau, travailler sur son profil réseau, et on travaille sur la démarche réseau. Il y a un atelier qui s'appelle aussi comme ça, sur la démarche réseau. Donc, je pense que ça se prépare, parce qu'il y a quand même beaucoup de doctorants qui se disent, oh là là, moi, je ne pense pas pouvoir le faire. Donc, ça, c'est important. Donc, comment on se construit cette petite méthodo, cette stratégie en amont, Mathilde? Oui. Alors, moi, ce que j'ai pu faire, en tout cas pendant mon doctorat, c'est que j'ai pu, identifier très rapidement par exemple, des associations, savantes, reliées à mon domaine et notamment, par exemple, intégrer le bureau de ces associations savantes. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être, encore actuellement dans 2 bureaux, nationaux, de sociétés savantes dans mon domaine et ça, c'est ce qui m'a énormément aidée et donc, pour les identifier, effectivement, c'est un peu un automatisme pour moi de regarder les gens dans mon domaine, qu'est-ce qu'ils font, où, comment. Donc ça, pour ça, je me sers énormément de LinkedIn. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à aller identifier des gens qui gravitent autour de mon domaine de recherche ou en tout cas autour de ce qui m'intéresse pour ma recherche long terme. Et voilà, je n'hésite pas à, en tout cas, participer à des événements, à des conférences. C'est comme ça que en tout cas, j'ai fait pour me construire mon réseau professionnel de mon côté. Très bien. Timothée, peut-être sur parce que vous, c'est particulier en fait, vous êtes toujours dans votre doctorat. Alors, dites-nous un peu comment vous avez débuté. Est-ce qu'il y avait votre positionnement? Comment vous avez travaillé cette visibilité en fait? Ouais, je pense que j'ai commencé dès le départ, comme le disait Mathilde, à essayer de me renseigner sur, ok, j'ai un sujet de thèse, maintenant, qui gravite autour de moi sur ces mêmes thématiques-là. Et pour ça, les associations savantes, je pense que c'est vraiment important parce que ça cadre tout de suite et ça donne des repères qu'on n'a pas forcément en début de thèse. Par association savante, si jamais il y en a qui commencent leur doctorat, ce sont tout simplement des groupes thématiques, des associations organisées sur un format simple. Ils permettent de partager tout ce qui se fait sur justement un sujet donné ou une discipline et je trouve que c'est vraiment pratique. Assez rapidement dans la thèse, j'ai essayé de me tourner vers les conférences, là aussi Mathilde l'évoquait, parce que ça permet de rencontrer en vrai des personnes et pour moi c'est aussi important au-delà du virtuel. J'avais aussi commencé ma thèse pendant le Covid, donc ça faisait du bien aussi de pouvoir reparler à des gens concrètement à nouveau. Au-delà de ça, je pense qu'au début de la thèse, on a un vrai travail de revue de littérature et de lecture. Et du coup, ça permet d'identifier des auteurs qu'on connaît ou qu'on commence à connaître au moins de nom. Et ça peut toujours être bien vu, je pense, que de regarder ce qu'ils font et ensuite, pourquoi pas de mener à des discussions dans le cadre d'événements qui sont organisés. Donc, c'est des personnes qu'on risque de retrouver. Après, ce que j'essaie de faire au quotidien, moi, c'est de m'impliquer dans la vie de mon laboratoire. Tout simplement en essayant de m'isoler le moins possible. On le disait tout à l'heure, on a tendance assez rapidement à s'isoler. Et je pense que c'est vraiment un peu le combat à mener chaque fois. C'est un parcours un peu solitaire, mais plus on s'engage dans le collectif et en général, plus on a de clés pour avancer. C'est tout bête, mais en début de thèse, j'étais pas bien au courant de plusieurs procédures, j'ai souvent des questions et c'est souvent dans le laboratoire, à la pause café, que ça permet de solutionner ces questions-là. Donc, s'impliquer au laboratoire et puis après, effectivement, peut-être regarder sur les réseaux sociaux qui sont peut-être l'outil un peu phare pour obtenir les informations et notamment les newsletters. Je pense que c'est sous-estimé aussi l'importance des newsletters puisque ça permet vraiment d'obtenir les informations sur un format condensé. En général, c'est assez cadré quand même. Très bien. Adeline, par contre, moi je sais, puisque j'ai débuté très rapidement pour intervenir dans PhD MOOC, et je pense que le MOOC que tu proposes, en tout cas toute cette trajectoire, il y a une partie comment se construire un réseau. Et d'ailleurs, à chaque fois, moi j'interviens sur la partie réseaux sociaux, comment on peut construire son profil. Donc tu peux nous en parler un petit peu quand même, parce que maintenant aujourd'hui, ça s'est pas mal étoffé, hein, cette partie réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu diffuses dans le MOOC de PhD Doc par rapport à ça? Quels sont les messages, la méthode? Alors, juste pour reprendre un petit peu, parce que j'aimerais bien faire le lien aussi réseaux sociaux, pour moi c'est super important en effet, surtout pour la communauté, parce que nous, ça nous permet en effet de se faire connaître,
et de faire vivre la communauté. Mais j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un marchepied au réseau, on va dire, en réel. C'est vraiment une marche, quoi. Et c'est pas avoir 3000 abonnés pour avoir 3000 abonnés. Je pense que ça doit aider quelque part à, en effet, comme disaient les autres, à faire de l'interaction, en fait. Si c'est, voilà, juste pour avoir un contact, bon, peut-être que ça pourra servir une autre fois. Mais pour moi, le but derrière, c'est d'interagir. La communauté, c'est d'interagir aussi. Donc, je reviens un peu là-dessus. Parce que je pense que dans les présentations, on disait, ce qui est compliqué parfois, c'est d'oser, en fait. Et je pense qu'en tant que doctorant ou docteur, on a souvent ce syndrome de l'imposteur où on n'ose pas, on se dit qu'on n'est pas prêt, que notre sujet n'est pas, on va pas arriver à le présenter, etc. On est parfois un peu timide. Et je trouve que oser, ça va déjà être le premier pas dans la vie réelle. Je parle pas que des réseaux sociaux, mais on va dire dans la réalité. Et peut-être, quand vous y arrivez pas, c'est de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous n'arrivez pas, en effet, à parler de vous tout de suite, mais d'aller vous intéresser à ce que fait l'autre, bah, ça va peut-être, voilà, créer du lien. Et petit à petit, bah, vous allez comme ça arriver à échanger. Je pense que ça peut vous aider à faire ce premier pas. Et un peu pareil sur les réseaux sociaux, finalement. On disait tout à l'heure, enfin, tu disais par exemple, Timothée, la newsletter, bah ouais, super important parce que par sérendipité, je vais aller me promener, je vais aller voir, etc. Je vais découvrir, en fait, je vais m'intéresser. En fait, je m'intéresse à ce qui se passe. Et c'est ça qui va me permettre finalement après de faire des connexions avec les personnes qui c'est pas un intérêt économique, mais qui m'intéressent dans le sens j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'ils font. Et ça va sûrement m'apporter quelque chose. Alors pour parler plus des réseaux sociaux, parce que oui, nous PageLook, on est entièrement en ligne, donc forcément on a besoin des réseaux sociaux, même si on essaye de communiquer simplement par les réseaux sociaux. Et l'interaction, elle se fait plutôt sur le MOOC en fait, sur des vrais forums. Parce que il y a des interactions possibles avec les réseaux sociaux, en effet, mais on a envie aussi que les personnes puissent faire un peu collectif. Alors là, il y aura par exemple des groupes sur les réseaux sociaux où on peut faire collectif, des mini-communautés. Il y a aussi, par exemple, Bien dans ma thèse qui avait utilisé le Discord en fait. On va essayer de trouver comme ça des canaux qui permettent de faire communauté plutôt que d'interagir en un par un. Et donc pour préparer, si on veut préparer aux réseaux sociaux et aux réseaux en général, c'est vrai que dans le MOOC, on conseille déjà de se préparer, de préparer un pitch, de préparer son image, comment on veut se rendre visible en fait, travailler sur cette image-là. Et ça va se faire petit à petit. J'ai envie de dire aussi bien avec des compétences numériques, mais pas que. Il y a aussi des compétences juste de communication. Savoir quelle est l'image que je veux donner avec ma photo, par exemple, de profil, peut-être mon arrière-plan, enfin des choses qui sont assez basiques, mais qui vont donner cette première impression, comme quand vous rencontrez une personne, voilà, ça va peut-être donner envie d'interagir. Et puis après, évidemment, le pitch, même si on va pas le voir sur le réseau social, on va peut-être vous chercher aussi sur YouTube, etc. et voir si vous avez des vidéos qui sont déjà présentes, peut-être en mettre. Mais ça se prépare en fait. Donc c'est vrai que un pitch, c'est toujours intéressant de l'avoir avec soi. Je dis pas qu'il faut qu'il soit parfait parce que pareil, on se met la barre souvent très haute. Mais voilà, préparer quelques éléments, ça va permettre à la personne d'avoir envie de vous parler. Et puis après, j'ai envie de dire, ça va se faire aussi de façon de façon un peu empirique et pas à pas, de construire votre image, de mettre à jour vos expériences, de partager aussi vos interactions. Vous allez devenir de plus en plus à l'aise et du coup vous perfectionner sur cette image en fait. Mais j'ai envie de donner un conseil, c'est ne visez pas tout de suite la perfection en fait, parce que on peut pas tout de suite être parfait. Puis j'ai envie de dire, ça donne pas toujours envie. Par exemple, des choses tout bêtes, mais nous sur le MOOC, on aime bien. Parfois, les personnes ont des difficultés et en fait, c'est là où elles vont interagir le plus. C'est tiens, j'arrive pas à faire ça, donc je vais aller demander aux autres, les autres vont m'aider, tout le monde va être content et finalement j'ai pas commencé par quelque chose de parfait au départ, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'interagir. Donc voilà, j'ai envie de dire ça pour la préparation en fait au réseau, que ce soit personnel ou en ligne, en réel ou en ligne. Voilà, mais donc sur le MOOC, vous pouvez reprendre toutes les étapes. Et puis je pense que Claudine t'en parle très très bien aussi, parce que Claudine est souvent invitée pour parler de ça.
comment construire, donc ne pas hésiter à aller voir ce qui existe sur Internet aussi pour prendre quelques conseils, ne pas hésiter à aller voir vos, j'ai pas envie de dire stars, mais vos personnes que vous avez repérées, que vous aimez bien, la façon dont elles s'expriment, dont elles se présentent, vous pouvez vous inspirer en fait aussi, prendre exemple sur les autres. Demander conseil aussi autour de vous. On a un outil sympa qu'on présente dans le MOOC, alors je crois que c'est WebMe aussi, qui permet de voir par exemple quelle est votre visibilité sur Internet, tout simplement, si vous avez envie de travailler un peu là-dessus. Imaginez, c'est vrai que peut-être votre prochain recruteur va vous googliser par exemple, vous pouvez aller voir vous aussi qu'est-ce que donne votre profil vu sur Internet de l'extérieur. Voilà, ne pas hésiter. Ça, c'est important, ça, Adeline, hein. Justement, je t'arrête parce que tu as donné plein de choses. Alors, juste, je vous ai passé dans le chat l'atelier Valoriser votre doctorat qui est donc animé par la PEC, où on travaille en amont, et c'est ce que vous a donné comme info, Adeline. On travaille d'abord sur mes compétences, hein. D'abord, hein, qu'est-ce que vous voulez d'abord mettre en visibilité, donc, et ça va vous donner aussi des idées au travers de votre doctorat ou vos recherches, qui vous allez contacter. Et ça, Mathilde l'a bien dit, ça lui a permis de repérer des interlocuteurs clés pour alimenter sa recherche. Donc moi, je vous invite à suivre aussi le MOOC de Adeline de PhD parce qu'il y a toute une série d'étapes, hein. On ne se met pas sur les réseaux, où on n'entame pas un contact professionnel ou quelqu'un d'important pour vous sans avoir en amont fait un constat. Je vous ai mis également, et je pense que c'est retravaillé dans PhD Doc, je vous ai mis les fiches RNCP, qui est quand même le référentiel de compétences du doctorat. Donc là, on a répertorié les compétences opérationnelles du doctorat et ce que vous devez aussi travailler dans votre profil ou lorsque vous allez peut-être pitcher, hein, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est aussi travailler avec nos différents interlocuteurs qui sont là, c'est aussi travailler votre pitch. Travailler sur vos compétences. Et d'ailleurs, je vois dans le chat que Tim a mis cette partie-là, que Timothée a mis cette petite vidéo qui a été très intéressante où il a répertorié toutes les compétences que vous pouvez valoriser. Alors, travaillez là-dessus d'abord, dans un premier temps, sur vos compétences. Et ça va vraiment vous nourrir parce que en même temps, des fois, vous avez des difficultés à vous présenter. Vous avez des ateliers aussi qui existent, qui vous font travailler sur savoir se présenter. Donc, en ce moment, vous avez vu, c'est la finale de la thèse en 180 secondes. Moi, je vous invite vraiment à regarder toutes ces vidéos de doctorants extraordinaires qui vulgarisent, entre guillemets, leurs recherches, leur intérêt pour que ça soit accessible. Donc ça, tous ces petites étapes vont nourrir ah tiens, on me dit que le lien vers les fiches RNCP ne fonctionne pas. Je vais regarder et je vais vous le renvoyer, Raïna. Donc voilà, ça c'est important. Alors, moi ce que je voulais aussi traiter, c'est l'interaction. Alors vous parlez tous les 4, vous avez parlé d'interaction. Alors, comment vous vous y êtes pris vous? Parce que l'interaction, OK, on dit, on va vers quelqu'un, mais comment ça se prépare avant? Parce que vous avez bien vu aujourd'hui, on est toujours sur ce sujet, comment être en réseau, comment contacter. Alors, est-ce que vous avez quelques astuces à nous communiquer sur l'interaction, la prise de contact? Timothée. Peut-être pour cette prise de contact, je pense que un des points à garder en tête, c'est de penser au ton qu'on veut avoir dans sa communication. On est dans des métiers ou des activités qui ont des codes, c'est très codifié. Et, on n'a pas n'importe qui en face de soi généralement. Et cela, il faut garder en tête et le mettre en perspective avec le ton que nous, on veut avoir et avec lequel on se sent à l'aise. On en parlait aussi récemment, on s'était fait la réflexion que à travers sa communication, certes, on renvoie une image, mais on ne veut pas paraître pour ce qu'on n'est pas. Et donc, ça sert à rien de vouloir jouer à la personne qu'on n'est pas, je pense. Le plus simple, c'est de parler de ce qu'on sait et ça permet aussi de faire des connexions, là aussi, assez facilement avec les gens. Pour penser à son ton, je pensais notamment à certains réseaux qui sont plus codés que d'autres. Si on prend LinkedIn, on va pas communiquer de la même manière sur Twitter ou sur LinkedIn
quoique, parfois. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose à garder en tête. Après, on peut aussi identifier certains réseaux où on peut justement jouer avec ces codes-là pour arriver avec sa communication personnelle, le brander un petit peu ou quelque chose comme ça. Moi, c'est pas quelque chose personnellement que je fais encore beaucoup. Bon, la thèse prend aussi beaucoup de temps par ailleurs en ce moment, mais moi personnellement, j'ai pas misé sur la forme. En fait, la forme n'a pas pris l'intégralité de ma tête au moment de réfléchir à comment j'allais parler sur mes réseaux. Si on regarde ma chaîne YouTube, c'est assez sobre, c'est assez simple. Je suis en général connu pour pas faire beaucoup de montage, etc. Donc, je pense que c'est surtout une crainte au démarrage, en fait, la forme. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières intuitivement en se disant ça va pas être possible parce que ça va impliquer une charte graphique, un ton bien réfléchi, des mots soigneusement choisis. Et au final, ce qui me semble être important, c'est surtout de partager ce qu'on a envie de partager. Et je pense qu'on est aussi, qu'on sous-estime aussi ce qu'on est en mesure de partager, ce dont on est en mesure de parler. On n'a pas besoin d'avoir justement obtenu son doctorat pour pouvoir parler du doctorat. On peut parler de son vécu avant tout. On peut exprimer ses difficultés. Et en général, parler de son ressenti, ça permet souvent de rebondir avec les autres qui sont eux-mêmes dans la même situation que nous. Et puis après, moi, je pense qu'il y a toujours cette question d'identifier les différents acteurs qui sont déjà sur les plateformes pour rentrer en contact avec eux ou pour simplement échanger et peut-être même aborder un angle que eux n'abordent pas. Sur YouTube, il y a plusieurs chaînes YouTube, par exemple, qui parlent du doctorat. Si je vois que quelqu'un a déjà traité le sujet, j'hésite pas à ramener la personne vers ce sujet-là également. C'est un petit peu ce que je garde en tête, moi, quand j'essaie de démarrer, de réfléchir à comment je vais m'exprimer, en tout cas. Très bien. Mathilde, un commentaire complémentaire par rapport à cette interaction, comment on la crée? Parce que, Mathilde, c'est un peu particulier entre Timothée mais également, nous, on a aujourd'hui des intervenants qui ont une visibilité au travers d'un outil. Par exemple, Timothée, on sait sa chaîne, Adeline PhD Marc son site. Est-ce qu'il faut, vraiment, alors moi je vais être un peu dure, est-ce qu'il faut être, un peu, avec un outil visible ou est-ce qu'il faut créer quelque chose pour être visible ou pour créer une interaction ou est-ce qu'on peut être très modeste et créer son interaction en toute autonomie sans avoir besoin d'être bien dans ma thèse ou avoir la chaîne de compétences de Timothée, voilà, ou de Marc ou de PhD Duke. Parce que j'ai vu dans les commentaires, certains ont tout de suite dit, mais moi j'ai envie de créer ma chaîne YouTube. Voilà. Est-ce qu'on a tous besoin de faire ça pour avoir de l'interaction? Alors, déjà, il faut savoir que je pense que Timothée dira la même chose, mais c'est vrai que on a pu constater depuis quelques années une vraie émulation, autour du fait de parler du doctorat, de communiquer autour de la thèse par les chaînes YouTube ou les podcasts, etc. C'est vrai que moi, à mon époque, personnellement, à mon époque en 2020, lorsque je tapais qu'est-ce que c'est un doctorat sur YouTube, c'est vrai qu'en termes de contenu français, il y avait très, très, très peu de choses à l'époque. Il y avait beaucoup de contenu anglais et encore. Et il y avait la chaîne de Manon Bril, doctorante en histoire, C'est une autre histoire, qui faisait des vlogs de thèse. Mais donc, à mon époque, il y avait vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, effectivement, on peut voir énormément de créations de podcasts autour de la thèse, de chaînes YouTube, etc. Et c'est pas grave. Et donc, moi, ma réponse, ce serait non, on n'est pas obligé de faire un podcast ou un YouTube. Mais en tout cas, si vous voulez faire, ce sera toujours écouté parce qu'il y aura toujours une personne qui recherchera, par exemple, quelqu'un qui fait sa thèse en SHS et qui veut vraiment du contenu d'une personne en SHS ou quelqu'un qui fait sa thèse, peu importe le domaine et qui veut du contenu plus large, etc. Pour moi, il faut pas se dire, parce que ça existe déjà, je le fais pas. En fait, là, aujourd'hui, vraiment, il y a énormément de ressources et tant mieux parce qu'au moins, on est sûr de pouvoir aider ne serait-ce qu'une seule personne. Et c'est ça le but, c'est d'aider quelqu'un. Enfin, en tout cas, je pense que Timothée avait la même ambition. Et donc, non, on n'est pas obligé de faire une chaîne. Mais si on veut le faire et que ça existe déjà, c'est pas grave et faites-le si vous en avez envie et si vous voulez vraiment le faire.
Alors moi, j'ai des petites questions, Mathilde, j'en profite parce que vous avez parlé de sociétés savantes et on a Anaïta qui demande: «Bonjour, avez-vous des ressources pour chercher des conférences, sociétés savantes, newsletters, selon Oui. les domaines, par exemple?» Alors là, ce serait pas mal de répondre, aussi à Anaïta qui veut Oui. savoir comment on retrouve ces ressources, Mathilde. Alors, donc très rapidement, malheureusement, il n'existe pas, de site qui, ressource toutes les sociétés savantes, donc sachez qu'on y travaille. Mais moi, tout ce que simplement, qu'est-ce que je fais? C'est que par exemple, je tapais, sur Google, Summer School en impression 3D parce que je fais de l'impression 3D et ça je tombais sur des sites internet, voilà, de prochaines Summer School sur l'impression 3D où du coup, ça me ramenait à des webinaires faits par des sociétés savantes et cetera et c'est comme ça, en fait, que je les ai identifiés. Donc tout simplement, je tapais sur Google, mon domaine et workshop ou summer school ou peu importe et c'est comme ça que j'ai réussi, personnellement à identifier des sociétés savantes. Après, bien évidemment, dans mon labo, mes directeurs de thèse, en connaissaient certaines, mais moi, par exemple, j'ai pu participer à des workshops et des summer school, dont mes chefs ne connaissaient même pas l'existence, parce que je les avais trouvés, voilà, en faisant mes petites recherches sur Google. Très bien. Alors, là, tout le monde peut répondre, hein. J'ai une question de Marie. Beaucoup d'académiques sont sur Twitter où ils postent leurs publications, par exemple, mais aussi des conférences. Je trouve que ce n'est pas la même approche que sur LinkedIn. Recommandez-vous de suivre les chercheurs sur Twitter et de créer pour les doctorants un compte Twitter académique? Quelles seraient vos réponses? Alors, je crois que je trouve que c'est pas l'endroit idéal. Moi, je trouve que le Twitter aussi, c'est pas mal, hein, c'est intéressant, on n'en a pas parlé. Il y a une source inestimable de chercheurs, et également de publications et une communauté importante. Ça aussi, c'est dans votre travail de recherche, d'investigation, d'exploration. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Je vous désigne pas, mais qui veut intervenir par rapport à cette question? Sur Twitter. Je vous laisse peut-être, enfin, comme vous voulez, si vous voulez, je peux répondre. Mathilde, continuez et après peut-être Oh, OK, Timothée si vous avez oui. quelque chose. Après, je vous laisse la parole. Alors moi, Twitter, comme je disais en répondant à cette personne, pour moi, Twitter, c'est l'outil idéal pour se faire sa vitrine de chercheur. Donc, qu'est-ce que j'appelle vitrine de chercheur? C'est-à-dire avoir une présence vraiment qui vous prend pas beaucoup de temps, mais dès que vous avez un papier, hop, vous publiez, de suivre du coup les comptes associés aux institutions et aux laboratoires de recherche, parce que énormément de laboratoires de recherche ont un compte Twitter aujourd'hui. Ah, ma Oui. webcam a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Je suis Twitter pour moi c'est vraiment l'outil idéal pour faire votre vitrine, donc n'hésitez pas. Et je vais essayer de réparer ma webcam. Oui, mais on vous a entendu, hein, Mathilde. Hein. Timothée, vous voulez reprendre dessus sur la partie Twitter qui est quand même très riche. Oui, Et je vous conseille d'y aller. C'était vraiment en une phrase. C'est vrai que Twitter, moi, ça m'a permis aussi de comprendre le ton hors académique des enseignants-chercheurs qui ont aussi une vie et donc une vitrine parfois sur leur compte académique qui me permet soit de comprendre mieux leur recherche ou leur positionnement. Et ça m'a aidé notamment pour contacter des chercheurs quand j'avais une question en lisant un article, par exemple. Donc, pour moi, alors, je dirais que c'est important, mais je ne mettrai pas non plus la pression pour tous ceux qui participent à l'atelier aujourd'hui de « oh là là, je dois absolument créer ma vitrine ». Je pense que c'est nécessairement un atout, surtout dans le monde avec lequel on vit aujourd'hui. Mais je me mettrai pas nécessairement la pression au quotidien de « oula, faut que je publie, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». Je pense que ça doit venir avec une envie. Et puis surtout, je pense que penser interaction plus que création, ça me paraît peut-être judicieux pour commencer, pour se mettre un peu pour mettre un peu la main à la pâte. Je sais pas si. Alors, Adeline ou peut-être Marc, vous avez des éléments complémentaires par rapport à ce qu'on vient de dire ou sinon on continue? Moi, dites-moi, Marc, allez-y. Je veux bien ajouter un élément. En fait, je vois beaucoup dans les commentaires, recommandez-vous de suivre les chercheurs sur Twitter. N'oubliez pas que ce soit LinkedIn, Twitter ou peu importe quel réseau, ça reste un outil. Si vous allez sur Twitter et que vous connectez à tous les chercheurs pour vous connecter aux chercheurs, ça n'a aucun sens. Il faut prendre le temps, en fait, de créer son réseau et ça va se faire avec les personnes qui travaillent sur des domaines qui vous intéressent. Et ça peut être que 3 personnes. J'ai vu un autre commentaire où quelqu'un parlait de 200 abonnés sur LinkedIn. C'est très utile de monter en abonnés, entre guillemets, hein, pas pour avoir des abonnés, pour quelqu'un qui est community manager.
Donc, il y a vraiment l'objectif d'entretenir une relation avec un groupe de personnes. C'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est juste d'être dans interaction avec des individus qui sont particulièrement intéressés qui sont intéressés par le même sujet que vous ou par les mêmes sujets que vous. Si vous avez un réseau de 10 personnes autour d'un même sujet, c'est déjà suffisant et c'est même déjà énorme. Dans mon réseau professionnel, je connais plein de monde, mais il y a des personnes en particulier qui me débloquent des situations et avec qui la relation professionnelle est plus importante. Donc, n'oubliez pas que oui, Twitter c'est utile, mais ça dépend de votre intérêt d'aller dessus. Si vous voulez pas poursuivre la recherche académique après, ça sert à rien d'aller suivre plein de chercheurs. Vous allez recevoir des notifications tous les jours que vous lirez pas. C'est un outil. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment, moi je pense que dans tout ce qu'on a pu lire comme question, on n'est pas sur une obligation, hein. D'ailleurs, ma question qui va être tout de suite après, c'est sur la régularité. C'est que vous devez d'abord travailler, sur l'intérêt d'être sûr. D'abord, il y a 2 choses à distinguer, hein. C'est se créer, d'ailleurs, dans cette conférence, c'est ça et Adeline me l'a dit, c'est d'abord se créer un réseau, de professionnels de pairs pour avancer dans son doctorat, sur ses recherches ou peut-être aussi alimenter des publications que vous souhaiteriez faire. Et vous avez en second temps les réseaux sociaux qui permettent aussi d'alimenter le réseau professionnel, mais aussi vous mettre en visibilité parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai vu qu'il y avait des questions, la visibilité se travaille pendant tout le doctorat. Bien entendu avec, parcimonie, mais pas tout le temps, pas avec une obligation, constante. D'ailleurs, on va parler de la régularité tout à l'heure. Ça, c'est important que vous l'ayez en tête, c'est que, un chercheur, il est autant qu'à notre profil, il doit travailler aussi sa visibilité pour préparer l'après-thèse. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de travailler dès maintenant et de vous familiariser et d'ailleurs les intervenants vous le disent, c'est de vous familiariser aussi avec ces interactions virtuelles, qui vont vous permettre de rencontrer, des professionnels qui vous intéressent, d'aller à des conférences, d'être informé à des conférences. Parce que vous avez vu maintenant, il y a plein de conférences sur des sujets, pluridisciplinaires. Vous pouvez vous inscrire virtuellement, vous pouvez identifier des professionnels qui peuvent vous intéresser. Donc moi, je pense que ça, c'est important. Et là, ma question tout de suite derrière, c'est la régularité. Est-ce qu'il est nécessaire d'être dans la régularité? Ça, c'est une grosse question parce que, dans les ateliers qu'on peut avoir, ça peut faire peur. On se dit: «Bah, non, il faut que j'écrive, il faut que je sois tout le temps en permanence». Et là, je pense que vous avez des intervenants qui vont pouvoir vous dire: «Est-ce qu'il y a une nécessité de régularité sur, les réseaux? Quel type de contenu?» Et ça, ils vous ont déjà répondu. Donc là, juste un petit peu de savoir, est-ce qu'il y a une nécessité de régularité? Qui débute? Qui veut commencer sur la régularité? Je ne sais pas, Timothée, puisque là, c'est un peu intéressant, parce que là, vous avez des gens qui aujourd'hui sont quand même, Timothée est quand même dans son doctorat, donc je pense qu'il ne fait pas que ça. Donc il va nous expliquer quel type de régularité il a. Ouais. Alors tout récemment, je suis pas le plus exemplaire en termes de régularité, ça tombe très bien. Parce que ça fait plusieurs semaines que je ne publie pas parce que je priorise la thèse, bien sûr. Mais je pense que le constat, il est assez simple. C'est plus on est régulier, plus ça devient facile et plus on a de chance aussi de gagner en visibilité ou en tout cas d'échanger avec d'autres. Donc je pense que la règle là-dessus, elle est finalement assez simple, quoi. C'est de ancrer ça dans ses habitudes et de petit à petit, soit rentrer un peu plus en contact avec les gens du laboratoire. Puis ensuite, ça devient une habitude. Puis finalement, on se retrouve tous les lundis à la pause café. Puis et finalement, cette habitude a créé des interactions qui avant n'existaient pas. Et sur ça, si on doit définir une stratégie de publication, je pense que là aussi, instaurer cette régularité, ça permet d'ancrer un petit peu, déjà de partager aussi avec sa communauté quand on en a une, plus régulièrement et de les habituer à un certain rythme de publication et de leur donner un peu un certain rendez-vous auquel les gens peuvent s'habituer. Bon après voilà, mais c'est vraiment un idéal sur le papier que je dois encore pas mal travailler. Très bien. Adeline, Oui, moi, je veux bien une intervenir remarque? aussi là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant la régularité, comme tu dis, déjà en présentiel. Enfin, d'ailleurs, moi, je voudrais donner un petit conseil aussi et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos associations locales
en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de comment trouver un forum, comment trouver un événement, etc. Bah, en local, déjà, il y a pas mal de choses qui se passent. Votre association locale, il existe souvent des associations de doctorants ou de docteurs en local, enfin, c'est-à-dire en réel, dans lesquelles vous pouvez aussi faire du bénévolat, et ça, je le remets un peu en avant, mais moi, je trouve que c'est une super expérience, en tout cas aussi pour se faire du réseau et rencontrer des nouvelles personnes. Pas toujours sur ces thématiques, mais ça peut. Donc ça, je voudrais le mettre en avant. Au niveau de la régularité, je trouve qu'en effet, se mettre la pression parfois, ça pourrait pousser à publier pour publier, et je trouve que ça peut perdre de son intérêt. Nous, ce qu'on fait à Piège Look, c'est qu'on est hyper actif au moment du MOOC, en fait, parce que c'est à ce moment-là que, finalement, on a besoin que les gens soient au courant de ce qui se passe sur le MOOC. Et puis, on a une grande chance, c'est que on est collaboratif. Donc, derrière, moi, je suis pas toute seule à les poster. Donc, on va comme ça se répartir. Et ça, je trouve que c'est une super façon de travailler, de collaborer, d'interagir avec les autres. Et là, on est obligé d'avoir une fréquence, d'être assez régulier. Donc là, on s'est fixé, on a un calendrier et on va poster à telle date les informations, mais parce que derrière, on a un message à faire passer absolument à cette date-là. Donc, j'ai envie de dire que c'est important en effet de se fixer. Ça oblige aussi à faire cet effort-là. C'est un peu comme la veille. Finalement, on pourrait se dire, je fais de la veille tous les 6 mois, mais est-ce que ça va être aussi efficace que de faire de la veille toutes les semaines, d'aller revoir mon sujet, etc. Voilà, ça dépend aussi du temps qu'on va avoir. Parfois, on n'est pas super dispo et c'est quelque chose qu'on peut mettre, je le ferai après. Donc, c'est vrai d'avoir un rendez-vous, comme disait Timothée, avec soi-même aussi. Et c'est un moment avec soi-même aussi. Mathilde en parle très bien en disant, maintenant, il y a beaucoup de vidéos parce que les gens, en fait, c'est aussi un exutoire. En fait, ça permet peut-être de dire ce qu'on pense ou de poser aussi, d'interroger les autres, d'aller comme ça publier. Donc, ça peut être ce rendez-vous avec vous-même et avec les autres. Voilà, pour ce qui est de la régularité. Et par contre, moi, je parlerais plutôt d'entretenir son réseau. Parce que c'est un peu comme en amitié, parfois, on peut avoir des amitiés très fortes, mais se voir qu'une fois par an, en fait. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose si on a 3000 abonnés ou 3000 amis, ça va être compliqué d'avoir des interactions peut-être avec tous, mais cibler avec certains ou alors regrouper peut-être, si vous en avez énormément, de faire un tir commun, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, privilégier des moments forts pour eux et vous. Voilà, ça peut être qu'un seul dans l'année. Par exemple, les podcasts, c'est un super exemple. Je trouve qu'il y a des personnes qui font des podcasts où il y a un épisode une fois tous les 6 mois. Et voilà, ça va être une fois tous les 6 mois, mais il y a un vrai besoin, une vraie construction, et ça répond à peut-être la petite communauté qu'il y aura autour de ce podcast-là. Et donc, c'est plutôt de construire pour moi un moment, parce qu'il y a publier pour publier, mais je trouve que c'est aussi une petite rencontre avec l'autre. Voilà, qui c'est peut-être pas, c'est attendre une réaction des autres aussi, par exemple quand on est sur les réseaux sociaux. Mais si vous l'avez parfois bien préparé, la rencontre elle se fait, quoi. Mais pendant que tu parlais, Adeline, je regardais un petit peu toutes les questions. Ah oui. N'oubliez pas que vous avez un moteur de recherche qui est assez important, Google, mais vous avez le hashtag qui vous permet de trouver vos mots-clés rapidement, podcast docteur ou les guillemets, vous mettez tous ces éléments qui vont vous permettre de trouver des podcasts intéressants pour vous. Et c'est vrai qu'Adeline a raison, il y a des podcasts vraiment, vraiment pertinents sur la recherche, sur des chercheurs. Et on a, et ça je pense que ça peut être intéressant que Mathilde intervienne là-dessus ou Marc, c'est l'après-thèse. Alors là, vous parlez beaucoup de vous mettre en mouvement après la thèse. Non, justement dans cette conférence, on est en train de parler du réseau en général, mais ce réseau, il se travaille pendant toute la thèse. Alors, bien entendu, vous avez raison, vous n'allez pas être dans un temps démentiel, mais de mettre dans l'agenda un temps donné pour vérifier, peut-être se créer un contact, peut-être consacrer 1 heure. À un moment donné, ça va vous changer les idées d'ailleurs à force d'être tout le temps en train de faire de la recherche, mais ça se travaille dès la première année. Donc c'est identifier des communautés, comme vous l'a expliqué Adeline ou Mathilde, c'est
s'abonner. Alors ça aussi, vous pouvez vous abonner à des communautés de professionnels. C'est de suivre sur X, parce que j'ai dit Twitter, mais c'est X maintenant. Il y a plein de communautés. Vous mettez un hashtag doctorat ou association de doctorat, ça va vous permettre d'avoir des informations. Encore des questions parce que j'ai vu qu'il y avait des choses. Est-ce que pour vous, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question sur les réseaux d'entreprises, comment contacter les entreprises? Et ben ça, c'est important que depuis le début de la conférence, je fais un petit peu un résumé de ce que nous ont présenté les intervenants. Le réseau, il va vous servir pour tout, quelle que soit la cible. Hein, il n'y a pas un et ça va vous permettre aussi, de rencontrer des entreprises. Vous avez, la possibilité de suivre des pages, des entreprises sur différents réseaux. Vous pouvez même, assister à des présentations, d'activités d'entreprise. Vous pouvez mettre des alertes. Je pense que tout ça, ça s'organise, hein, donc il ne faut pas que vous ayez l'idée, que c'est compliqué, que ça va vous mettre du travail en plus par rapport au doctorat. Et je pense à ceux qui ont posé beaucoup de questions sur l'après-thèse ou les post-docs. C'est un travail quotidien, mais qui a une petite régularité quand même, hein, et c'est participer aussi à des ateliers. Guillemette vous a mis les ateliers qui existent. Hein. Il y a un atelier aussi qui est sur optimiser ma recherche d'emploi. Vous pouvez donc prendre rendez-vous avec un consultant, mais ça se travaille et ça se met dans son agenda. Hein, et en même temps, vous devez aussi vous projeter. Dans la conférence d'hier, on a parlé de portfolio de compétences. C'est aussi alimenter les compétences que vous allez développer durant ce doctorat. Ça, c'est important. Ma prochaine question, elle est, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il faut justement s'interdire de ne pas faire d'erreurs? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Qui s'y colle? Par exemple, Marc, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour le réseau? Je vais redonner ce que j'ai déjà évoqué une autre fois, c'est se mettre en colère. Alors, écrire un post où on exprime sa colère n'est jamais forcément bénéfique, c'est pas le bon endroit, en tout cas. Ça peut être intéressant, hein. La colère n'est pas quelque chose qui doit être évité, mais quand c'est une colère qu'on a vécue personnellement, liée à une injustice, liée à une problématique ou autre, c'est pas forcément le bon endroit pour faire ça, parce qu'il faut pas oublier que c'est l'image professionnelle que vous renvoyez sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Il faut imaginer que vous êtes dans la rue et vous vous mettez en colère devant tout le monde. Voilà ce qui pourrait se passer. C'est la même chose sur les réseaux. Je pense que l'erreur à éviter, c'est effectivement ce côté très colérique qu'on peut voir par moment sur les réseaux. C'est pas l'endroit. Et si vous êtes dans cet état-là, prenez du recul, attendez et prenez le temps de gérer cette colère vous-même avant de vous remettre à poster sur les réseaux. C'est mon conseil. Des commentaires complémentaires, Mathilde? Oui, bah, moi je rejoins tout à fait Marc, voilà, pas se mettre en colère sur les réseaux et après, j'ajouterais également un petit point qui est que, lorsque vous avez un peu cette, si vous vous créez une double casquette, bah, Tim, il parle beaucoup plus en son nom que bien dans ma thèse. Normalement, à la base, je voulais le faire, mais essayez de dissocier un peu votre page de vous, le chercheur, ou vous, la personne en recherche d'emploi dans le R&D, dans le privé, de votre présence en ligne, entre guillemets, si vous vous êtes créé comme ça un personnage ou une identité quoi. Mais ça, c'est bon pour des cas bien précis. Et sinon, des choses à ne pas faire, oui, à commenter trop avec le cœur, entre guillemets, quoi, à toujours garder une certaine hauteur, une certaine distance, parce qu'en fait, les gens qui vont vous lire, surtout dans notre milieu professionnel, si vous restez dans l'académie qui est assez petit, vous ne savez jamais dans quelles circonstances vous allez retrouver ces personnes-là et si vous allez être amené à retravailler un jour avec ces personnes-là. Donc voilà, toujours garder un peu cette distance, cette hauteur lorsque vous prenez la parole en ligne. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut ne pas avoir de réseau, d'exister, de pas être sur les réseaux, ne pas que est-ce que c'est possible ça? Parce que c'est vrai que pour certains et certaines, des fois, c'est une obligation, ils le vivent mal. Est-ce qu'on peut ne pas être dans les réseaux? Est-ce qu'on peut ne pas, déjà là, je parle de visibilité, hein, parce qu'il y a d'autres choses, parce que le réseau peut continuer sans être virtuel.
Qu'en pensez-vous de ça? Parce que là, on a quand même un diktat quand même aujourd'hui, c'est vrai que tout se passe par le virtuel. Est-ce on peut ne pas avoir de réseau? Moi, je veux bien juste rebondir en même temps, si tu veux bien, Claudine, sur une question Oui, qu'il y a eu justement d'une personne qui disait, j'ai pas forcément construit mon réseau pendant ma thèse. Comment faire pour la suite, enfin maintenant, pour remédier à ça? Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait possible de vivre quand même sans réseau. Hein, ça peut, ça peut être possible. Sans réseaux sociaux, encore plus. Je pense que c'est possible. Et après, ça dépend ce que vous voulez en faire. En fait, si c'est plus une contrainte pour vous, c'est sûr que il faut voir ce qu'on disait au départ en fait de la conférence. Je pense, c'est quel est mon objectif. Si mon objectif c'est d'y être pour y être, j'ai envie de dire, et que ça vous fait pas envie, vous n'êtes pas vraiment obligé. Si par contre vous avez ces différents objectifs qu'on a vus, d'interagir ou de rentrer en contact avec des personnes, etc., je pense que ça devient nécessaire. Surtout, moi j'ai envie de dire, ça peut permettre, ça va peut-être être un peu bateau ce que je dis, mais de faire un peu votre répertoire aussi parfois, parce qu'il y a des moments où on n'est pas très enclin à échanger, au moment où peut-être qu'on va être justement en rédaction quand on fait sa thèse. Typiquement, il y a des moments où on est complètement dans sa bulle et parfois c'est difficile d'en sortir, mais on peut se dire, ok, les personnes que j'ai rencontrées, je les ai mis en contact par exemple sur LinkedIn, comme ça je me souviendrai en fait, elles sont là, je les ai identifiées, elles sont un peu dans mon répertoire, et le jour où peut-être quand j'ai fini ma thèse, je vais aller reprendre contact avec elles, ou même pendant. Donc, je pense que ça peut être intéressant de se dire, je le fais peut-être de façon un peu moins visible, mais je construis quand même ce réseau. Voilà, c'est pas forcément se mettre au devant de la scène pour moi, être sur un réseau, hein. C'est quand même se mettre au contraire dans une communauté. Et on sait que dans une communauté, on a tous des rôles différents. Il y en a qui vont être un peu plus sur le devant de la scène, comme on est là aujourd'hui. Mais moi, derrière, on est une trentaine de bénévoles, en fait. Voilà. Et je pense que c'est pareil sur un réseau. En fait, on va tous s'aider les uns les autres, et chacun avec sa personnalité, en fait. Donc, il y a ceux qui seront plus visibles, communicants, qui auront envie, ceux qui sont un petit peu plus introvertis. Voilà. Moi, je le vois un peu comme ça. Et donc, pour la personne qui cherchait à faire son réseau maintenant, je pense que c'est encore tout à fait possible. Si ça peut vous aider de reprendre ce que vous avez vécu auparavant, les années d'avant, je sais pas, que ce soit dans les articles, conférences que vous avez fait, de reprendre, de revenir, de se dire, tiens, je vais reprendre contact avec telle ou telle personne. C'est possible, même 2 ans après, la personne, elle se souviendra peut-être de vous. Et puis, au contraire, ça peut être même un sujet de dire, tiens, on s'était rencontrés il y a 2 ans. Je refais mon réseau, est-ce que tout va bien, t'en es où? Enfin voilà, je pense que ça peut être intéressant de le faire même après thèse, quoi. Alors, Ouais. oui, merci. Adeline. Est-ce qu'il y a des commentaires complémentaires par rapport à cette question? D'autres personnes qui auraient souhaité, sur la table ronde, nous donner des compléments sur le fait de ne pas être dans un réseau? Comment on peut alors, Ouais. Timothée voulait intervenir? Ouais, juste peut-être en une Oui. phrase, parce que ça fait écho avec ce que Mathilde disait aussi dans le chat. Pour le privé, n'hésitez pas encore une fois à avoir une présence sur les réseaux sociaux, parce que les startups contactent beaucoup les candidats de cette façon. Et c'est vrai que moi, pour faire ma thèse auprès d'entrepreneurs dans des startups, en général, c'est vrai que la présence sur les réseaux sociaux, c'est souvent un élément un peu différenciant. Malgré tout, je voulais aussi prendre le contre-pied pour me faire un peu l'avocat du diable. Lorsqu'on veut travailler dans le privé, j'ai aussi l'impression qu'on nous demande, c'est jamais un prérequis que d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on demande un CV, on ne vous demande pas est-ce que vous avez 3000 abonnés, est-ce que vous avez 100 000 abonnés. C'est pas encore le nerf de la guerre, je dirais. Mais je pense que c'est toujours un petit plus à avoir, une carte à avoir dans sa manche. Je pense à un exemple très bête. Je regarde les associations savantes. Actuellement, dans ma discipline, l'association savante un peu de référence, je pense qu'elle a une communauté qui est sensiblement similaire à celle qu'on peut avoir nous en une personne finalement maintenant. Donc on peut aussi nous être force de proposition. Là, je pensais dans le public effectivement avec ces communautés savantes, mais là aussi dans le privé, je pense qu'on peut être force de proposition avec en ayant son petit plus à soi, quoi, sa stratégie de communication, sa communauté, etc. Voilà, c'était juste ce que j'avais en tête. Très bien. Alors moi, j'ai regardé un peu les questions pendant que vous étiez en train de parler.
que vous ayez peu travaillé, d'ailleurs, Adeline vous l'a dit, il y a eu pas mal de questions là-dessus, hein, quand on n'a pas trop travaillé le réseau pendant la thèse et après la thèse, et comment trouver, on souhaite s'orienter vers le privé ou l'industrie, vous avez du mal à identifier les acteurs privés. Alors, moi, je vais vous donner, parce que c'est quand même important, quand vous recherchez des informations sur les entreprises qui recrutent, bah, vous avez plein de sites. En l'occurrence, je vais vous donner celui que j'utilise tout le temps dans mon quotidien. Vous avez le site apec.fr qui vous donne les entreprises qui recrutent. Vous avez la possibilité aussi de faire des recherches, des alertes sur des sites d'offres d'emploi. Vous avez des fiches métiers, vous avez des offres d'emploi. Faites de l'investigation, surtout si vous souhaitez explorer le secteur privé. Commencez sur un site, par exemple, un site qui est spécialisé dans l'Observatoire des métiers, par exemple, des offres d'emploi, et commencez à mettre des recherches à partir des disciplines ou des mots-clés techniques que vous avez, et vous identifiez le marché, et après, vous voyez quelles sont les offres d'emploi qui vous sont proposées. À partir de là, vous aurez les entreprises qui recrutent. Il y a ça aussi, hein. Donc, je pense que la technique, je pense qu'il y a en même temps, ça, vous savez le faire, c'est la technique d'exploration et d'investigation. Et ça doit être régulier. Et à partir de mots-clés, vous pouvez trouver des informations très rapidement, que ce soit sur un site d'offre d'emploi ou des réseaux sociaux ou LinkedIn, puisque vous avez plein d'entreprises sur LinkedIn. Vous pouvez suivre l'actualité de l'entreprise qui vous intéresse. Donc, je pense que travailler sur vos mots-clés, travailler aussi sur les entreprises qui vous intéressent, regardez les offres d'emploi, allez dans une base d'offres d'emploi pour repérer à partir de mots-clés. Je pense que ça, il faut le faire régulièrement, et ça va vous permettre justement d'avoir une température marché. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que pour vous, les 4, ça a été, un élément, important pour, votre recherche d'emploi? Est-ce que ça vous a permis, alors pas pour tous, hein, puisque certains n'ont pas encore un emploi, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça peut contribuer, à une meilleure insertion professionnelle? Qui s'y colle? Bah, je veux bien commencer. Mmh. Comme je l'ai dit quand j'ai répondu à une question, moi personnellement, donc après ma thèse, je suis partie 6 mois dans le privé et en fait, j'ai jamais candidaté à quoi que ce soit. C'est eux qui sont venus me chercher et parce qu'ils avaient vu que j'avais soutenu ma thèse, que j'ai travaillé sur une problématique que eux souhaitaient développer, et donc ça s'est fait comme ça. Et je connais pas mal de gens également autour de moi pour qui la présence sur les réseaux, de fait, juste un post sur LinkedIn disant j'ai assisté à telle conférence ou j'ai soutenu ma thèse qui portait sur ça, etc., leur a permis de décrocher des entretiens, etc. Donc, je sais qu'en tout cas, certaines entreprises regardent vraiment LinkedIn, cherchent des candidats sur LinkedIn. Donc, pour moi, bien évidemment que c'est un atout et une présence. Marc? Alors, je n'étais pas sur LinkedIn pendant ma thèse, mais par contre, c'est mon réseau et mon ouverture aux autres qui m'a permis de trouver un emploi de responsable. C'était lors d'un challenge doc. Donc, si je dois faire une réponse simple, oui, en fait. À partir du moment où vous êtes en contact avec les autres, c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de débloquer des opportunités, que ce soit dans votre domaine de recherche, dans un domaine similaire ou même en dehors de la recherche. Le fait d'être en contact et d'aller vers l'autre va vous débloquer des opportunités. Et c'est d'ailleurs une problématique que j'ai pu voir chez beaucoup de doctorants à la fin de thèse, où les personnes se retrouvent isolées et en difficulté pour trouver un emploi. Il faut savoir que lorsque vous avez un doctorat, vous êtes considéré comme cadre, et donc du coup, la plupart des postes que vous allez obtenir dans les entreprises sont des postes qui sont liés au réseau. Soit votre CV va être rejeté parce que les emplois sur lesquels vous avez postulé, vous allez être considéré comme trop compétent. Et tous les postes sur lesquels il y a plus de responsabilités, c'est souvent en interne que ça se produit. Il faut savoir qu'il y a plus de 60% des offres d'emploi qui passent même pas sur les réseaux et qui sont obtenus par le réseau de pair à pair. Donc, vous allez même pas voir l'offre d'emploi, l'emploi sera déjà pris. Donc, votre réseau, qu'il soit sur LinkedIn, Twitter ou dans la vie de tous les jours, est indispensable à partir du moment où vous obtiendrez votre doctorat. Merci beaucoup. Un commentaire complémentaire par rapport à Marc?
Pas nécessairement de mon côté, parce que je vais juste apporter la même réponse, oui. D'accord. Alors, vous avez vu, donc, moi je résume un peu. On est sur une conférence où on vous dit: «Mais attendez, on a besoin, d'être visible», et là, c'est intéressant, de pouvoir aujourd'hui travailler d'abord sur les compétences que vous développez en ce moment. C'est la première étape en tout cas, et ensuite c'est d'identifier les réseaux les mieux appropriés pour vous par rapport à votre objectif, également pendant le doctorat, mais aussi en termes de réseau professionnel, et ça se travaille régulièrement. Alors, j'ai vu des commentaires sur: «Est-ce qu'on doit poster ou pas?» Mais vous avez vu que sur LinkedIn, vous pouvez, identifier, parce que vous suivez, différentes personnalités qui vous intéressent de recherche. Vous pouvez, republier cet article, vous pouvez enfin mentionner quelqu'un, que vous avez identifié qui peut vous paraître très intéressant et taguer l'article. Vous avez vu qu'on peut aussi écrire un article, mais qui n'est pas un article scientifique, mais qui permet peut-être de faire une synthèse, une fiche de lecture ou quelque chose que vous avez pu identifier, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, votre présence, au sein de ces réseaux vont vous permettre d'ouvrir peut-être, des opportunités, des rencontres, d'être en contact avec d'autres personnes. Et puis vous avez des ateliers aujourd'hui. Moi, j'imagine très bien, que c'est pas facile d'être en contact avec des personnes que l'on ne connaît pas, et ça se travaille. On peut apprendre à pitcher, à présenter, ses compétences, et comment on va dire? Son projet, en moins de 3 minutes. Ça s'apprend, le vocabulaire nécessaire, et puis de temps en temps aussi, j'ai vu que, nos intervenants vous ont également, demandé comment on faisait des recherches. Vous avez les hashtags, les parenthèses, les guillemets, qui vous permettront, d'avoir une recherche très ciblée. Donc ça, c'est important. Alors, moi j'imagine que, si vous deviez, conseiller une méthodo, si on devait, alors on est quand même avec des chercheurs, si on pouvait travailler là ensemble sur une méthodo, c'est-à-dire les différentes étapes, qui vont être nécessaires pour se construire un réseau. Là, on prend notre temps, là, on a bien respecté les temps de parole. Moi, je vous invite là, ensemble, à qu'on brainstorm pour offrir dans cette conférence une méthodo pour se construire un réseau. Alors, qui veut s'y coller d'abord, et puis on brainstorm ensemble et on alimente les interventions de chacun. Je ne sais pas qui veut débuter, par exemple Timothée? Si on devait aujourd'hui retenir tout ce qu'on a pu dire à travers toutes les questions, comment aujourd'hui on peut se construire une méthodo en amont. Première étape, vous avez vu, on a parlé des compétences d'abord, hein. Donc, il y a un travail à faire, et je vous invite les intervenants à alimenter ce que va dire aussi, Timothée, mais moi je pense qu'il y a une première étape. Quelle est la première étape? Alors là, ça fait une question très fermée, donc j'ai 50% de chance de passer à côté de la réponse. Non, on va l'alimenter! Non, 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 la Non, mais première étape, elle va selon vous Timothée, non, quelle bien est la sûr. première étape? Bah, surtout, et voilà, n'hésitez pas à compléter, bien sûr, parce que j'aurais vraiment pas l'intention d'être exhaustif là-dedans, mais pour moi, la première étape, c'est de penser à sa stratégie de communication sur qu'est-ce que je veux, de quoi je veux parler si je veux m'exposer ou partager du contenu, sur la création de contenu dans son réseau, pour se créer un réseau à travers la création de contenu. Si maintenant je cherche, je prends l'autre casquette qui me concerne toutes et tous, à savoir un soit doctorant, docteur, qui est dans ce monde académique, qui a connu ce monde académique, qui est peut-être parti dans le privé par la suite. Pour créer mon réseau, d'abord, j'identifie les acteurs qui partagent qui partagent les mêmes thématiques que les miennes. À partir de là, j'arrive à avoir dans mon champ de vision des gens qui, normalement, auront des centres d'intérêt communs avec les miens. Et après, j'essaye, moi, à titre personnel, de multiplier les lectures de ces gens-là, de sorte à comprendre aussi leur point de vue d'une part, et d'autre part, à essayer d'assister à des événements ou au moins de les connecter avec les associations savantes en lien.
Donc à partir de là, ça me fait quand même beaucoup de matière à exploiter sur qui je peux contacter et je m'ouvre un peu implicitement le champ des possibles sur qui rentre dans les personnes qui peuvent potentiellement être connectées à moi. Et alors après, je rentre en contact. C'est bien beau de dire à chaque fois, j'identifie, je cherche, je creuse ma stratégie, mais il faut aussi passer à l'action tout bêtement. Et ça peut passer par un mail, une simple question. Moi, je préfère le contact directement. Mais en tout cas, rentrer en contact. Voilà. Je pense que c'est un peu le début de la méthode et j'invite à compléter cette méthode. Alors Mathilde, est-ce que vous complétez la première étape? Oui, bah, c'est vrai que moi, j'ai globalement fait la même démarche que Tim. Donc, c'est vrai que ma réponse sera pas tant différente. J'avoue que moi, personnellement, j'ose écrire à des gens, même si je me dis, bah, peut-être qu'ils me répondront jamais. Mais en fait, j'ai toujours fait ça depuis le début. J'ai identifié, voilà, par exemple, pendant ma thèse, je voulais faire une mobilité en Angleterre. Et donc, dès le début de ma thèse, j'ai contacté des gens dans des laboratoires en Angleterre en leur disant, voilà, moi, je voudrais venir 6 mois en Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est du fait que j'ai contacté ces personnes-là par moi-même et qu'on a trouvé des solutions, des bourses, etc., que j'ai pu faire cette mobilité. Donc moi, je dirais vraiment, il faut oser, si vous avez vraiment quelque chose bien précis en tête, que ce soit rentrer en contact avec une start-up ou un chercheur ou peu importe, un laboratoire, etc., faites-le et au pire, vous n'avez pas de réponse. Voilà. Donc, moi, vraiment, je compléterais ce que Tim a dit en disant de toujours oser de rentrer en contact avec les gens qui vous intéressent et en tout cas, les gens qui font les recherches qui vous intéressent et qui pourraient vous servir pour votre poursuite de carrière. Mathilde, merci beaucoup. Adeline, pardon. Oui, bah moi je compléterais. Enfin, vous avez déjà dit pas mal de choses, hein. J'aime bien la phase explorer parce que je pense que avant tout, vous pouvez aussi aller découvrir par vous-même ce qui se fait. En fait, je pense que cette phase-là, bah, comme tout chercheur, elle est super importante. Je reprendrai les objectifs aussi, dire quand même quels sont mes objectifs. Est-ce que c'est juste d'être visible? Est-ce que c'est de rentrer en contact? Voilà. Et je pense qu'il y a quand même une grosse étape de choix aussi. Parce que on aimerait, enfin en tout cas nous quand on fait nos communications avec Pigeou, qu'on essaye d'être présent de partout, mais on se rend bien compte que c'est un vrai boulot en fait et que c'est pas possible. Donc il faut faire des choix, se dire peut-être je vais sélectionner tel réseau, telle association où je vais en réel, tel jour ou enfin telle semaine pour publier par exemple, parce qu'on peut pas être tout le temps présent. Et puis d'ailleurs ça pourrait être un peu dangereux, je pense, d'être un peu esclave de ça aussi. Donc faites bien attention. Voilà, de plutôt, moi je commencerai doucement en fait, d'y aller pas à pas et de se dire, bah, je commence avec tel réseau ou avec telle association, puis je vois ce que ça donne et si je peux aller un peu plus loin, je continue. Et j'ai envie aussi de dire, n'oubliez pas l'étape du pitch aussi. Donc moi j'ai fait la petite promo là du jeu audio qu'on fait avec Piège Douk. Donc je vous invite à le faire, même ceux qui sont et surtout ceux aussi qui sont déjà, on va dire sur un poste en entreprise, par exemple, ou même dans votre thèse. Enfin, vous pouvez présenter votre position professionnelle actuelle. En fait, on est sur ce pitch-là plutôt du projet pro et pas de la thèse, mais parce que ça va vous apprendre aussi. Enfin, j'ai envie de dire, on peut avoir une super image sur les réseaux sociaux, avoir un très grand réseau et être. J'ai vu passer des personnes qui disaient je suis timide. Après, il y a quand même le réel qui fait que, oui, j'aurais peut-être réussi à rentrer en contact par écrit, mais il y a quand même l'étape aussi, le contact humain qui va se faire en réel, en réel, j'ai envie de dire même comme là on est aujourd'hui en webconf, quoi, où il faut apprendre à parler, à communiquer, à se présenter, et ça, c'est pas évident. Donc parfois c'est plus facile de le faire à l'écrit ou quand on sait qu'on a des essais ou quand on a le texte sous la main, voilà, et ça va être plus compliqué de le faire en réel. Donc pour aller un tout petit peu plus loin, dans la phase plutôt à la fin de tout ça, préparez votre pitch en fait, parce que ça serait dommage d'avoir une super visibilité, un super réseau, mais de pas arriver après à rentrer en contact ou à valoriser vos compétences réellement aussi en présentiel. Voilà, donc Et moi, je pense que c'est très important ce que tu viens de donner, Adeline, c'est d'abord de travailler à l'écrit
sur qui je suis d'ailleurs déjà, donc c'est dans le pitch, qui suis-je, quel est mon cursus aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de valoriser, quelle est ma valeur ajoutée, travailler ça dans un premier temps, avec cette première étape aussi, parce qu'il faut passer au stade de l'écriture, où vous êtes capable de d'écrire, quelle est aujourd'hui, votre spécificité en termes de doctorant ou alors après en termes de docteur si vous avez terminé votre thèse, et ça va permettre de construire une vraie stratégie. Ça, c'est important. Donc là, on a eu la première étape. Deuxième étape, alors ça y est, on a identifié, on a exploré, on a repéré. Qu'est-ce qu'on fait? Marc, par exemple, je sais pas, peut-être Marc? Ouais, Ça le y est, mot, je me suis posée, j'ai identifié mes cibles. Comment je mets ça en place? Deuxième étape. le mot qui me vient en tête, c'est interagir. C'est vrai que Voilà, c'est depuis ça. tout à l'heure, on parle de présence sur les réseaux. Ça donne l'impression qu'il faut rédiger des posts et puis s'adapter au réseau. Mais en fait, vous avez aussi tout simplement la possibilité de commenter, et c'est quelque chose qui est plus facilement intégrable dans vos habitudes. Si vous avez identifié des personnes, identifié des organismes, identifié vos intérêts, vous allez avoir ces personnes qui vont poster sur les réseaux et rentrer en interaction avec ces personnes en commentant, en donnant votre avis de manière constructive. Et ça va vous permettre tout simplement de créer un lien qui pourra aider, je pense aussi, pour la partie timidité, à se dire que cette personne, quand vous allez la croiser en réel dans un colloque, c'est une personne auquel vous allez pouvoir vous raccrocher. Ne vous accrochez pas à elle et ne la lâchez plus, mais ça va vous permettre de vous rapprocher de cette personne parce que vous la connaissez déjà. Et elle va s'attendre à ce que vous venez vers elle. Et puis à ce moment-là, elle va peut-être vous présenter à quelqu'un, à un autre organisme, et là, les choses vont se débloquer. Interagissez. Je pense que c'est une bonne seconde étape, c'est de commencer à peut-être donner votre avis, mais sous forme de commentaires. Si vos commentaires sont un peu longs, vous pouvez même les transformer en posts pour faire aussi de la visibilité. Et ça va vous entraîner tout doucement à savoir comment être présent, vous, à votre manière, sur le réseau. Voilà. Et on rappelle à tout le monde, c'est pas la conférence, elle est plutôt globale, c'est-à-dire que c'est pas une présence, comme vient de dire d'ailleurs Marc, c'est de se construire un réseau pour interagir et créer des opportunités. Parce que les personnes, d'ailleurs, si vous assistez à des ateliers où on vous accompagne sur la démarche réseau, c'est que toute rencontre potentiellement va vous ouvrir des opportunités. Et ce n'est pas, j'ai vu, il y a une petite question, et d'ailleurs Mathilde y a répondu. Vous savez, quand on rencontre des gens, on ne sait pas ce que l'on va pouvoir, recueillir et puis, la démarche, il faut qu'elle soit très naturelle. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit: «Est-ce que ça peut être intéressé?» Mais bien sûr, dans votre tête, vous avez un objectif, mais la rencontre, c'est à vous de créer cette espèce de lien et petit à petit, vous allez certainement pouvoir tirer un petit peu le fil de la bobine et puis peut-être trouver des noms, obtenir des noms, obtenir peut-être des informations, des lieux où vous allez pouvoir peut-être converser, rencontrer des gens. Je crois qu'il va falloir démystifier, je pense qu'ils vous l'ont bien expliqué les intervenants, se créer un réseau, c'est plutôt communiquer. C'est communiquer et c'est oser. Moi, je pense que là, ils vous l'ont dit plusieurs fois, osez, vous ne risquez rien. Par contre, il faut être très clair sur le message. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un, vous êtes capable de vous exprimer. On va en parler juste après. C'est aussi parce que vous avez posé des questions, comment on crée la rencontre. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est aussi d'être très au clair sur ce que vous avez comme background. Et puis après, comment j'ai envie d'interagir avec la personne que je rencontre. Mais ça se fait tout le temps, d'ailleurs même dans vos réseaux. Et d'ailleurs, je vous invite à être proche des associations de doctorants, de docteurs, qui sont aussi une mine d'or, pour justement, échanger, sur aujourd'hui, comment ils ont fait, le réseau des anciens, comment ils ont créé leur réseau, comment ils ont pu aussi, avoir des contacts. Alors il y en a qui ont dit, pendant la période de thèse, ils sont, avec leur directeur de thèse. Non, pas seulement. Il y a aussi votre réseau d'amis, qui vont aussi alimenter, cette période. Alors, est-ce qu'on peut être sur la troisième étape? La troisième étape, ça donnerait quoi? Alors après? Donc ça y est, on est au clair, on est en capacité d'interagir. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on fait vivre tout ça? Bah, Mathilde?
ou Ouais. Adeline, Vas-y, Mathilde? Tim. Non, je voulais même reposer. Donc, je suis pas sûr que ce soit si facile à délimiter, enfin, qu'on garde bien Ah. ça en tête. Ouais, on se dit, on essaie de donner la méthode évidemment pour donner des clés plus Oui, que. non, c'est juste pour, on est voilà, faut la décliner après, hein, bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Donc, si on peut récapituler, on a la première étape où on a réussi à choisir son positionnement, identifier cette phase d'exploration, comme le disait Adeline. Ensuite, on a la deuxième phase où on a toutes les cartes en main et on est en mesure, on a réfléchi à son contenu et on a tout qui est prêt. C'est ça? Et quelle serait C'est ça. Ok. Et maintenant, comment est-ce qu'on dépasse ça? Je pense vraiment, donc on l'a dit, il faut oser, etc., etc. Je pense qu'à la fin, on peut pas remplacer l'interaction comme elle doit exister. Voilà. Et donc, vraiment, ne pas hésiter à aller vers les autres, quel que soit le moyen. J'ai vu plusieurs messages dans les commentaires, que ce soit par l'intermédiaire des blogs pour ceux qui se sentent plus à l'aise avec cela, par l'intermédiaire, peu importe le canal en fait. Hein, je crois que Marc disait aussi que c'est les réseaux qu'on utilise, c'est avant tout un outil. Bah maintenant, reste plus qu'à utiliser cet outil pour forger ce que l'on veut forger, tout bêtement, je pense. Voilà. Non, mais on a essayé peut-être de résumer, hein, et de donner des étapes, hein, mais c'est sûr que ça peut pas être aussi strict que ça et si conformiste, mais ça vous permet d'avoir tout un ensemble d'étapes à suivre pour oser et se créer un vrai réseau de pairs. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, puisque là, on a une petite dizaine de minutes, c'est on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils avaient perdu, hein, ou ils s'en étaient pas du tout occupés. Et c'est vrai que ça peut être un handicap après parce que on met plus de temps. Si on n'a pas eu peut-être cette gymnastique, ce naturel à se créer des liens, ça pose peut-être souci. Et c'est pour ça que je pense que vous-même qui avez donc, bon, pour certains qui ont déjà validé leur thèse, mais pendant que vous êtes en doctorat, il y a, je ne sais pas si vous l'avez fait Mathilde ou Timothée, mais il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés pendant et je trouve que souvent vous n'allez pas vers, je voudrais avoir votre expérience, hein, à chacun, dans chaque école doctorale, il y a des ateliers. Et il y a des rencontres entreprises. Et ça, je voulais que vous me racontiez un petit peu quelques anecdotes par rapport à ça, parce que moi, dans ma fac, mon école doctorale, j'ai participé à beaucoup d'ateliers et à des conférences. Donc, Mathilde, je vois que tu hoches la Ouais. tête, donc raconte-nous Bah, un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a, alors moi, je voudrais aussi, avant qu'on termine cette conférence, c'est qu'il y a une solitude, hein, qui est assez important dans les questions, on le sent, il se débrouille, alors que vous avez aussi des relais aussi dans l'institution. Mathilde. oui. Alors, moi, je sais pas si je suis le bon exemple, mais j'ai vraiment abusé des heures de formation. Donc, Moi c'est-à-dire que je aussi. crois que je devais en faire seulement 100 et à la fin, je suis arrivée à 220 ou quelque chose comme ça parce que, en fait, pour moi, le doctorat, je trouve qu'on a une chance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un moment privilégié où on peut avoir l'accès à des formations qu'on souhaite comme ça. Enfin, je veux dire, pour moi, j'ai vraiment vu ça comme une chance inouïe de me former. J'ai suivi des formations sur l'entrepreneuriat, sur la communication scientifique et je me suis fait plaisir. Et aussi, plusieurs fois dans le chat, j'ai vu des gens qui disaient mais faire du réseau, du coup, ça vous prend du temps sur votre recherche et votre thèse, elle est moins bonne. Mais ça, c'est pas vrai. Bien évidemment, vous allez toujours, malheureusement, avoir des directeurs de thèse qui vont être très réfractaires aux activités hors thèse. Mais en fait, il faut savoir que tout ça, ça fait partie de votre travail en tant que doctorant. De faire apprendre à communiquer, faire du réseau et faire les formations, ça fait partie de votre travail. Et donc là où quand les directeurs, etc., sont plus réfractaires, bon là, c'est d'autres problématiques et il faut intervenir et il faut parler à d'autres personnes. Mais effectivement, dans les institutions, dans les catalogues des écoles doctorales, il y a énormément de choses qui peuvent vous aider et il ne faut pas hésiter à même des fois, les directeurs de thèse ne sont pas au courant et donc il faut leur dire, voilà, moi je souhaiterais faire ça et c'est à vous de le décider. Donc oui, moi je peux que vous conseiller d'abuser de toutes les formations qui gravitent autour des universités, des institutions, parce que c'est une chance. Enfin, la thèse c'est vraiment une bulle et c'est un moment privilégié où on peut se former et former l'expérience, les compétences qu'on souhaite, quoi.
Timothée, je ne sais pas, parce que comme vous y êtes dedans, plein dedans, est-ce que vous avez des ateliers qui vous intéressent? Alors que ceci dit, vous êtes très acteur, très très agile, mais moi je sais qu'il y a un catalogue. Moi je suis comme Mathilde, moi j'en ai profité énormément. Et surtout, nous on avait beaucoup de conférences, on pouvait rencontrer énormément de chercheurs. Donc je pense qu'il va falloir aussi explorer au sein même de vos institutions. Je suis complètement d'accord. Et je suis encore dedans. Et souvent, on a tendance à dire en première année, on a plus de temps dans sa thèse, donc on met en avant les formations et on y va, on fait 16 heures, on fait 16 heures, presque comme si c'était une contrainte de devoir faire 16 heures. Alors qu'en réalité, le temps à consacrer aux formations pour valider les minimums, en tout cas dans mon école doctorale, c'est très peu. Hein, donc ça laisse vraiment le temps d'explorer, d'aller creuser. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur l'insertion professionnelle et l'atout du réseau pour s'insérer dans sa vie professionnelle par la suite, donc notamment dans une carrière hors académique. Moi, j'ai suivi ces formations. J'ai suivi des formations de méthodologie, certes, de la recherche, mais aussi sur la partie qui va avec, dont on a parlé. Et je pense que c'est important, comme le disait Mathilde, de dire que ça fait partie vraiment de notre travail, en fait, de construire son réseau. Et on a tendance à oublier tous les outils du quotidien, comme tout simplement participer à une formation de son école doctorale. Ça m'est arrivé de rester en contact avec des personnes ou de les recroiser ensuite en conférence parce qu'on avait assisté à la même formation, en fait. Mmh. Voilà, donc allez vers, vos institutions, vos écoles doctorales. Vous avez des gens qui œuvrent, hein, parce que moi j'en connais beaucoup, hein, qui œuvrent pour que vous ayez des conférences, des ateliers, et il faut vous investir là-dessus parce que vous ne regardez pas, il y a quelque chose d'extraordinaire, hein. Enfin moi, en tout cas, je l'ai vu dans l'école doctorale où j'étais. On avait de la méthodologie, on avait aussi, la veille, parce que quand même, regardez, tout ce travail qu'on a, évoqué dans cette conférence, c'est cette capacité de veille que vous avez dans le doctorat. Donc, utilisez-la aussi pour travailler cette rencontre avec des nouvelles personnes. Et puis, aussi les associations de votre institution qui sont une mine d'or aussi, les associations Alumni qui propose aussi énormément de choses intéressantes. Et ça, je crois que vous oubliez souvent que vous avez tout à côté de vous des outils à votre disposition parce que, attention, on est dans la thèse, mais ça ne vous oblige, ça ne, enfin, vous pouvez vous ouvrir à plein de choses et surtout donnez-vous le temps. Octroyez-vous du temps pour pouvoir travailler toutes ces petites choses qui vont vous permettre justement d'être serein parce que c'est ça aussi, hein, on a vu dans les petites réponses de chacun, certains ont perdu, n'ont pas créé de réseau, n'ont pas une idée de ce qui se passe au niveau, socio-économique. Je pense que oui, il y a des personnes qui ont écrit, mais quand on bosse à côté à 100 on ne peut pas faire. Alors oui, lorsqu'on est à 100 sur son doctorat, ça marche, mais quand on bosse à côté à 100 on ne peut pas faire tous les cours qu'on souhaiterait. Je suis tout à fait d'accord avec Raina, mais juste un temps donné, même une petite demi-heure pour regarder ou explorer, vous allez voir, ça va vous permettre d'ouvrir les champs des possibles. J'imagine et alors bien entendu, on a tous fait, vous avez vu sur cette table une thèse, ça prend énormément de temps, mais il faut qu'on puisse trouver ce moment de respiration et ça, je pense que c'est important. Voilà, on est déjà à 56, j'espère qu'on a pu vous donner, un maximum d'informations. En tout cas, nos intervenants et intervenantes vous ont répondu, et vous ont donné plein d'idées. Et vous pouvez les recontacter, pour avoir, d'autres compléments d'informations, et ça, je pense que vous avez, tous les éléments aujourd'hui pour réussir et en tout cas, octroyez-vous du temps de respiration et d'exploration pour votre, recherche. On va être sur le mot de la fin. Peut-être que vous avez un petit message d'une minute, même moins d'une minute, Mathilde, ou Timothée ou Adeline, un mot, hein, et Marc, un mot avant qu'on clôture cette cette conférence, pardon. Moi, j'ajoute très rapidement qu'en effet, il faut favoriser les interactions avec vos associations en local et le bénévolat, c'est top pour ça aussi. Et ce sont des relations qui vont durer après. Donc, on n'a pas parlé de la dernière étape qui pour moi était aussi pérenniser le réseau, maintenir son réseau. Je pense que voilà, c'est des relations qui durent vraiment. Et merci pour tout.
Allez, un mot seulement. Allez-y, Timothée. Je vais citer Clément, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises interactions, c'est avant tout des rencontres, des échanges, etc., etc. Et je pense que c'était aussi le message, c'est de démystifier. Voilà, tout à fait. Très bien. Peut-être encore un mot et puis on va se quitter. Donc peut-être Mathilde qui a été très très active sur le chat. Un dernier mot. Moi, je dirais juste de jamais oublier qu'une rencontre, ça peut vous apporter quelque chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Donc, même si vous rentrez en contact avec des gens qui ne sont pas dans votre domaine de recherche, sachez que ça peut aussi vous ouvrir d'autres choses et d'autres portes. Et voilà, ne le négligez jamais et restez pas enfermé dans votre sphère de recherche. Super. Voilà. Et puis explorer. Marc, un mot? Je dirais la même chose, s'ouvrir aux autres. Je reprendrai l'élément sur les événements organisés par les institutions. J'ai pu voir beaucoup de doctorants considérer que c'était juste pour valider leur nombre d'heures en formation. C'est là-bas que j'ai trouvé mon poste de responsable, c'est dans un challenge doc, en m'ouvrant aux autres. Donc c'est rester ouvert parce que même si le sujet est un peu différent du vôtre, vous pouvez développer vos compétences et développer de nouvelles compétences pour avoir plusieurs cordes à votre arc. Merci beaucoup, Marc. Alors, merci à votre pour arc, tous. pardon. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas que cet après-midi, vous avez à 14h l'expérience internationale qui sera animée par Muriel Vitouron avec des invités qui vous parleront de la mobilité internationale, comment valoriser son expérience internationale. Moi, je tenais à vous remercier l'ensemble des intervenants. Merci pour votre agilité, merci pour tous vos conseils. Et puis, je vais vous souhaiter une belle journée. N'oubliez pas que Cap Docteur continue. Nous avons encore 2 autres conférences le 22 mars et cet après-midi, l'international. Merci encore pour votre attention. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui sont restés jusqu'au bout et à toutes vos questions. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.